Renée Dalmasso, une mère au combat. Quand son fils a disparu, elle a tout fait pour savoir ce qui lui était arrivé. Parce qu'elle n'a jamais cru que Christophe pouvait partir comme ça en abandonnant une affaire qui tournait bien et des propriétés à Nice et en Corse. Avec un culot incroyable, elle s'est lancée dans l'enquête. La police n'allait pas assez vite, elle a missionné un avocat au Brésil et 2 détectives en Tunisie. Elle est allée jusqu'à fabriquer des balles en carton peintes en doré pour braquer un suspect. Obstinée, Renée Dalmasso, jusqu'à vouloir envoyer sa petite fille sur le banc des accusés. Nice, 9 septembre 2003. Une voiture prend feu dans le quartier des concessionnaires automobiles. 3 jours plus tard, le 12 septembre, un homme traverse cette zone commerciale où il vient régulièrement. Il s'appelle Laurent Dalmasso, il a 27 ans. C'est le plus jeune fils de Renée Dalmasso. Laurent va acheter des pièces pour une voiture au garage BMW. Et là, stupéfaction, il voit une voiture incendiée. Car cette voiture, Laurent la reconnaît. C'est celle de son frère, Christophe. Le coffre était à demi ouvert et il voit des papiers de comptabilité, des papiers à Christophe. Il voit son blouson. Il dit, mais c'est la voiture de mon frère. D'abord, il s'effondre sur le trottoir, il pleure, et puis il appelle Christophe pour prendre des nouvelles de son frère. Et il le supplie, Christophe, donne-moi de tes nouvelles. Mais Christophe ne répond pas, et ce n'est pas dans les habitudes de cet homme d'affaires de 34 ans. Très inquiet, son frère se précipite au commissariat du quartier. Il signale qu'il a découvert la voiture de Christophe incendiée dans la rue et il indique aux policiers qu'il n'a pas de nouvelles depuis une dizaine de jours. Il appelle ensuite le meilleur ami de Christophe. Il me téléphone en me disant « Voilà, Charlie, c'est dramatique, j'ai trouvé la voiture de mon frère. » Je ne me souviens pas évidemment des termes exacts. Et il me dit « Bon, écoute, j'ose pas en parler à mes parents. » J'ai dit « Écoute, si tu n'oses pas en parler à tes parents, je vais le faire moi. Parce que ça, c'est très grave. » Et là, on s'effondre. On se dit « Mais qu'est-ce qu'il a bien pu arriver ?» Mais il n'y a pas de corps dans la voiture. Il n'y a pas de corps, on garde l'espoir parce qu'il n'y a pas de corps. La dernière fois que Christophe Dalmasso a vu ses parents, c'était chez eux, à Cannes, une dizaine de jours plus tôt. Le 1er septembre 2003, ils avaient déjeuné en famille. Il a mangé avec nous sur la terrasse. Il était souriant, il était confiant, je l'ai trouvé gai même. Il nous a dit au revoir, comme d'habitude, mais ce jour-là, il a embrassé son père. C'était pas un garçon à embrasser, et il a embrassé son père. Puis moi, il m'a dit « À bientôt, maman ». Avec un beau sourire. Il avait un très beau sourire. Avant de partir, Christophe Dalmasso, qui était propriétaire d'un garage automobile près de Nice, avait proposé à son père d'annuler tous ses rendez-vous professionnels du 4 septembre pour l'accompagner chez le cancérologue. Ce jour-là, il n'est pas venu. Alors, on a commencé à se poser des questions. On téléphone immédiatement au garage. Et là, l'associé nous dit « Mais il est parti de l'étranger ».
Et Laurent, il me dit, il nous conforte, il dit oui, ben, maman, il est célibataire, il a pu partir. Et c'était pas une façon de faire de Christophe, mais moi, je m'en suis satisfaite. Je dis bon, mais il est parti. Entre cette journée du 4 septembre et la découverte de la voiture brûlée 8 jours plus tard, le 12, ses proches l'ont cru en voyage en Russie. L'alerte est maintenant donnée, mais du côté du commissariat local, rien ne bouge pendant plusieurs jours. Tandis que les proches de Christophe imaginent le pire. Moi, je pense à un enlèvement. Je me dis, le pire, c'est un enlèvement. Voilà. Pourquoi la voiture brûlée? Parce qu'on le retient, parce que Christophe était quand même, avait un bon padron de vie, des gens savaient qu'il avait de l'argent, que c'était un homme d'affaires. Donc ça peut très bien arriver qu'on enlève un homme d'affaires pour demander une rançon. Le 19 septembre, la brigade criminelle de Nice reprend l'enquête sur la disparition de Christophe Dalmasso. Commandant Brunache, à l'époque, vous étiez le patron de la brigade criminelle. Elle est donc saisie 2 semaines après la disparition de Christophe Dalmasso. C'est tard, ça, non? Ce ne sont évidemment pas des conditions idéales, optimales. Dans ce type d'enquête, les premières heures sont souvent déterminantes et toute perte de temps est préjudiciable, je dirais, en termes de réactivité. Et que savez-vous à ce stade-là de Christophe Dalmasso? Alors on a une image, en début d'enquête, plutôt flatteuse de lui, celle de quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a réussi dans les affaires et sur un plan financier. À cette période de sa vie, il a 34 ans, donc il est relativement jeune, il est divorcé, il vit seul dans un appartement à Cannes, et c'est un bon père. Il a adopté Lucie Dalmasso, qui porte désormais son nom. Il a adopté cette jeune fille lorsqu'il a connu celle qui allait devenir sa femme, Elisabeth Kirstein. Et elle a quel âge à ce moment-là, Lucie? Lucie a 21 ans, donc il y a peu de différence d'âge entre le père et la jeune fille. J'imagine que vous tentez de reconstituer son emploi du temps pour savoir exactement quand il a disparu. On détermine qu'il ne donne plus signe de vie à compter du 2 septembre 2003. La dernière utilisation de sa carte bancaire intervient ce jour-là à milieu de matinée, vers 10h. Il passe un dernier coup de téléphone à 12h19, très précisément. Là, il est dans le centre de Nice. Alors, la borne qu'il accroche est celle qui couvre Château-Beaulieu, plus exactement. Château-Beaulieu, c'est l'immeuble dont il est propriétaire. Et à partir de 13h30, tous les appels entrant sur son portable aboutissent sur messagerie. Donc, je dirais qu'à partir de cet horaire, la disparition est consommée. Êtes-vous sûr qu'il n'a pas quitté la France? Vous avez cherché dans les listes de passagers, des compagnies aériennes, des compagnies maritimes? Tout a été fait, bien sûr, pour essayer de voir s'il était parti volontairement, et aucun élément de ce côté-là n'a été retrouvé. Vos hypothèses, alors? La disparition volontaire paraît peu probable, parce qu'il est très attaché à sa famille, à ses parents, à son père qui est gravement malade à ce moment-là. On pense plus raisonnablement à une expédition punitive, un règlement de compte ou même un enlèvement. Alors à cause de sa personnalité, mais je dirais surtout à cause de son caractère, qui génère de façon récurrente des conflits importants et des inimitiés fortes. On commence à se poser des questions. Est-ce qu'il ne serait pas tombé dans un traquenard à cause de ses affaires? Moi, la maman, j'ai imaginé, j'ai dit peut-être qu'il a fait une grosse bêtise, et puis qu'il s'est échappé, qu'il arrivait à s'échapper. Pour moi, il avait fait une grosse bêtise, et puis j'ai dit, bon, ben, il est parti, mais pour moi, il est vivant. À la PJ de Nice, les enquêteurs se plongent dans les activités professionnelles de Christophe Dalmasso. Au fil des auditions, ils découvrent que ce fils de commerçant cannois passe pour un travailleur acharné, obsédé par un seul objectif, devenir riche. Christophe Dalmasso était passionné par l'argent, voulait de l'argent, voulait gagner de l'argent. C'était donner un challenge d'être très riche très rapidement. Et donc c'était un brasseur d'affaires très très dur en affaires.
l'homme d'affaires achète très jeune un garage automobile à Cagnes-sur-Mer, près de Nice. Il y revend des voitures d'occasion. Puis il se lance dans l'immobilier. Il loue des appartements dans ce bel immeuble de Nice, le Château Beaulieu, dont il a hérité en partie. Christophe Dalmasso est aussi prêteur sur gage. Tout semble lui réussir. Au moment de sa disparition, il est à la tête d'un patrimoine conséquent. Certains disaient qu'à l'été 2003, il se vantait de peser 15 millions d'euros. Une jolie fortune, mais bizarrement, Christophe Dalmasso ne paie pas d'impôts, car l'homme d'affaires est habile. Il n'apparaît pas à la tête de ces sociétés. Il a toujours recours à des prête-noms, à des amis, à des membres de sa famille, pour être, si je puis dire, dans l'ombre par rapport à l'administration fiscale. Christophe mène d'ailleurs une vie simple, en accord avec ses convictions de catholique pratiquant et son statut de fantôme fiscal. Il y avait le Christophe de tous les jours, qui était une personne simple, habillée simplement, qui roulait dans des véhicules simples, qui ne se montrait pas, qui ne parlait pas de sa fortune, qui ne se mettait pas en avant. Il était à ce point-là parfaitement discret. C'est vrai qu'il paraissait être vraiment très près de ses sous, quoi. Un radin, quoi. Même certains de ses amis nous disaient qu'avec les filles, il payait pas des restos. C'était vraiment quelqu'un qui n'aimait pas dépenser. Ce rapport pathologique à l'argent lui aurait-il attiré des ennuis ? Il n'hésitait pas, vu sa dureté, la façon de gérer ses affaires, à avoir effectivement pas mal d'ennemis. Je savais qu'il avait des ennemis dans les clients des voitures. Et entre autres, il avait eu une altercation avec des gitans. Une altercation que la famille Dalmasso rapporte aux enquêteurs. Elle a eu lieu 1 an avant la disparition de Christophe. Fin août 2002, un particulier a mis en dépôt-vente une berline allemande de luxe dans le garage de Christophe. Christophe Dalmasso, qui est assez méfiant, constate que le véhicule qui lui a été remis en dépôt, comme étant un millésime 2002, est à ses yeux un millésime 2001. En clair, le client a rajeuni sa voiture. Christophe comprend que l'homme a tenté de le rouler. Il annule aussitôt la vente du véhicule, mais ce n'est pas tout. Il demande 15 000 € de dédommagement pour la tentative d'escroquerie. L'homme refuse et lui envoie 2 gros bras pour récupérer sa voiture. Christophe a compris que la situation était délicate, a voulu partir, les 2 gitans l'ont bloqué. Alors là, les gitans l'ont menacé de mort, mais Christophe n'avait pas peur. Il avait compris que la situation dégénérait, il avait eu le temps d'appeler la police. L'affaire en était restée là. Mais 1 an après, l'escroc et ses 2 hommes de main n'auraient-ils pas cherché à se venger ? Les enquêteurs placent les 3 complices bien connus des services de police sur écoute, sans succès. Ils sont donc convoqués à la PJ. Les gitans ont reconnu qu'ils y étaient allés, mais bon, ils ont nié toute violence et toute pression, quoi. Ils ont reconnu qu'ils y étaient allés parce que ils en imposent, mais sans plus. Après, concernant le jour de la disparition de Christophe, donc le 2 septembre, évidemment qu'on a positionné ces gens-là et on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout sur le secteur de la rue Foch du Château Beaulieu. D'ailleurs, Christophe avait eu gain de cause. Il avait restitué la voiture contre la somme de 15 000 €. Bien évidemment, les policiers s'intéressent aussi à la vie privée de Christophe Dalmasso. Et elle est assez compliquée. Église de Théoul-sur-Mer, à une dizaine de kilomètres de Cannes. C'est ici, dans sa paroisse, que Christophe a rencontré sa femme, Elisabeth Kirstein,
il n'avait que 17 ans. Alors il nous apprend qu'elle a 8 ans de plus, il nous apprend qu'elle est fille-mère d'un enfant de 5 ans. Et là, mon mari lui dit « Christophe, il n'est pas question que tu te maries. » Mais Christophe est très amoureux. Contre l'avis de ses parents, il épouse Élisabeth en septembre 87. En signe d'amour, il adopte la fille d'Élisabeth, une petite Lucie, âgée de 5 ans. Christophe, il a voulu reconnaître Lucie. Il a reconnu comme si c'était sa vraie fille, comme s'il l'avait eue avant le mariage. Elle a été adoptée plénièrement. Christophe avait des yeux d'amour et d'un vrai père pour sa fille, au départ. Car au fil des années, la relation entre le père et la fille s'est dégradée. Christophe s'occupait surtout de ses affaires et il a inscrit Lucie dans un pensionnat catholique très strict. Elle a haï cette pension et elle en a déjà voulu énormément à Christophe de l'avoir mis en pension. Quant au couple, il bat de l'aile. Élisabeth et Christophe divorcent après 5 ans de mariage en 92. Mais ils continuent de vivre ensemble jusqu'à la rupture définitive en 97. Mais Christophe a continué à essayer de la récupérer, à essayer de la voir, la relancer. Il avait perdu toute dignité, toute dignité. C'est une agonie, c'est un drame, ça va le marquer. Il est marqué à vie. Christophe est déçu par son mariage, mais il croit encore au bonheur familial. Ah, mais son rêve, vraiment, selon lui, c'était pas forcément l'argent, c'était avoir une famille. C'est de ça qu'il rêvait, d'avoir une famille. Une femme avec des enfants, une femme qui s'occupait des enfants, de la maison, plutôt une femme au foyer. En attendant de trouver l'élu de son cœur, Christophe se laisse dévergonder par son ami Charlie. Sous ma mauvaise influence, Christophe découvre le monde féminin. Les deux copains fréquentent assidûment un cabaret de la Côte d'Azur, bien connu pour ses danseuses russes. Le Saint-Pétersbourg. Christophe, c'était un beau jeune homme, 34 ans, plein d'avenir. Il intéressait toutes les filles qui veulent se marier, c'est évident. Voilà, c'était pas un loup, hein, c'était une bonne affaire. On apprend qu'il a des aventures à gauche, à droite, avec des filles. On n'en revient pas. C'est pas Christophe, ça, c'est plus le même garçon qu'on a connu. Christophe se serait-il intéressé de trop près à l'une des filles, au risque de se faire des ennemis? On a entendu le responsable du cabaret, on a entendu des danseuses pour savoir comment ça se passait, s'il était insistant, s'il était pénible, et il n'y avait pas de souci. Les policiers apprennent également que Christophe se rendait régulièrement en Russie. Il envisageait même de développer ses affaires là-bas, à l'occasion d'un voyage prévu début septembre 2003. Qu'est-ce qu'il va faire en Russie? Qui va voir? Quand on parle de Russie, on pense facilement à la mafia russe. Hein. Et la mafia russe apprécie la promenade des Anglais et le soleil niçois. Du coup, les enquêteurs creusent également de ce côté-là. Il n'y a pas de contentieux de M. Dalmasso avec les Russes, il en fréquente, mais sans problème. On n'a pas de contentieux, on n'a pas de mobile, donc la piste russe s'arrête là. La piste russe refermée, les policiers découvrent que Christophe Dalmasso a eu beaucoup de chance dans la vie. Par 2 fois, il a hérité de vieilles dames sans enfants qui n'avaient aucun lien de parenté avec lui. Ces héritages ont peut-être suscité des jalousies.
La fortune avait souri une première fois à Christophe Dalmasso en 88. À l'époque, Élisabeth, son épouse, est la dame de compagnie d'une femme âgée, célibataire sans enfant, Yvonne Pinverne. 2 ans avant son décès, elle avait fait une donation à Christophe. Il hérite d'un appartement et d'une maison située en Bretagne. Ce patrimoine immobilier représente environ 2 à 3 millions de francs. Élisabeth s'occupait également de la meilleure amie d'Yvonne Pinverne, Jeanne Glenzer. Une veuve richissime d'origine corse, sans descendants également. Elisabeth Kirstein va s'occuper de Madame Glenzer et va gérer la fin de vie de cette dame. Christophe va participer, bien évidemment, aux côtés de sa femme, à l'aide de cette personne. Il se comportait comme une grand-mère et un petit-fils. Il l'aidait à manger, il la promenait, il lui faisait la lecture. Il était très proche de Madame Glenzer. Très proche, elle disait, si j'avais un fils, j'aurais aimé qu'il lui ressemble. En mai 95, Madame Glenzer révise son testament et pour la 2e fois, la fortune sourit à Christophe Dalmasso. La vieille dame fait de lui son unique héritier. Élisabeth, la femme de Christophe, qui s'est occupée d'elle pendant des années, n'est pas couchée sur le testament. Pour Madame Glenzer, qui était donc une femme avec une éducation à l'ancienne, le chef de famille, c'est l'homme. Donc quand elle nomme un légataire universel, elle ne nomme pas le couple Dalmasso. Elle nomme comme légataire universel Christophe Dalmasso. L'héritage est colossal. 5 appartements au Château Beaulieu, des commerces et des appartements à Bastia, et surtout des terrains constructibles à Île-Rousse, en Corse. L'île Rousse, ça représentait 7 hectares, valeur estimée 6 millions d'euros, ne serait-ce que pour ces terrains à l'île Rousse. Jeanne Glenzer meurt en 98, à l'âge de 99 ans. Christophe est riche. Très riche même. Mais cet héritage providentiel est contesté par des cousins de la vieille dame. Les héritiers estiment qu'il y a eu un abus de faiblesse commis par M. Christophe Dalmasso au motif que cette femme très âgée, donc plus de 95 ans, avait les facultés intellectuelles altérées. L'affaire se règle devant les tribunaux et Christophe Dalmasso est relaxé par 2 fois. Et au moment de sa disparition, en septembre 2003, il est depuis moins d'1 an l'héritier officiel de Madame Glenzer. Les héritiers Glenzer ont perdu, et ils ont perdu énormément. Donc ça peut être un mobile de haine ou de vengeance de supprimer l'héritier. Cet héritage corse, pour moi, je me disais toujours, je pressentais qu'il apporterait du malheur, cet héritage corse. Commandant Brunage, cette piste corse, vous l'avez vérifiée ? Cette piste corse a évidemment été largement exploitée. Je dirais d'autant que 4 ou 5 jours après la disparition, un terrain lui appartenant à l'île Rousse a été incendié. Donc il fallait vérifier de ce côté-là. La PJ Bastia a été missionnée pour entendre notamment les proches de la donatrice, de cette vieille dame Glenzer. Après enquête, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'abord de personnes âgées, voire très âgées. Certaines étaient même décédées dans l'intervalle, mais surtout sans antécédents judiciaires et sans lien aucun avec le milieu ou le banditisme corse. Bref, des braves gens. Du coup, après 4 mois d'enquête, vous en êtes où ? On est véritablement dans le flou. Mais il faut bien admettre qu'après avoir multiplié les investigations et exploré de nombreuses pistes, on n'a pas grand-chose. Des impasses, des portes qui se ferment jusqu'en janvier 2004, quand René Dalmasso
tend aux policiers un fil à tirer. « 9 janvier 2004, c'est la saison des vœux. Et ce jour-là, Elisabeth Kirstein vient rendre visite à René Dalmasso. Après quelques minutes de bavardage, la conversation porte sur Edno Borba da Silva, le petit ami brésilien de Lucie. Je lui pose des questions, mais j'ai dit, mais comment il est ce garçon? Il est honnête, il est gentil, et alors il me fait plein d'éloges sur lui. Et tout d'un coup, elle me sort, je ne dois plus rien à Christophe. Je lui dis, mais comment tu ne dois plus rien à Christophe? Elle me dit, Borba, il m'a rendu les chèques. Ces chèques, c'était une dette qu'Elisabeth traînait depuis quelques mois. Christophe lui avait prêté une voiture, mais un ami de Lucie avait eu un accident. Christophe avait donc demandé à Elisabeth de lui rembourser cette voiture. Elisabeth lui avait fait 3 chèques d'un montant total de 4 680 €. Christophe ne les avait pas encaissés, mais il conservait ses chèques dans son sac banane qu'il avait toujours avec lui. Il ne s'en sépare jamais de cette banane. Et celui qui a accès à cette banane, il a accès à Christophe. La banane de Christophe a disparu en même temps que lui. Pour René Dalmasso, aucun doute. Si Borba a eu ses chèques en main, c'est qu'il a récupéré la sacoche, et ça c'est louche. Je lui dis, mais moi les chèques, je les ai vus dans la banane à mon fils, et c'est lui qui les a. Mais alors c'est lui qui a fait le coup, Elisabeth. Et là, elle a compris qu'elle avait trop parlé, elle s'est tue, et elle m'a dit, je m'en vais. La famille Dalmasso alerte immédiatement la police, qui convoque Elisabeth. Là, elle nous dit que c'est le petit ami de sa fille, Edno Borba da Silva, qui, en septembre 2003, lui a dit « Christophe m'a redonné les 3 chèques et je les ai échangés contre un terrain que j'avais au Brésil. » Une dette contre un terrain. Edno Borba da Silva et Lucie sont entendus à leur tour. Le Brésilien confirme l'échange. Il a fait ça juste pour rendre service à Elisabeth et sa fille. Borba dit « Moi, par amour pour Lucie, les voyant gênés financièrement, j'ai récupéré ces 3 chèques et j'ai donné mon terrain à Christophe. » Et Lucie Dalmasso et sa mère disent oui, effectivement, on a trouvé que c'était un très beau geste de la part de Borba et ça lui a permis d'obtenir notre confiance et de rentrer dans notre famille. Les policiers sont sceptiques. Le remboursement d'une dette par un vague terrain au Brésil, ça ne colle pas avec la réputation de Christophe Dalmasso, plutôt près de ses sous. On le voyait mal échanger 3 chèques contre un éventuel terrain dont il n'avait aucune connaissance, il ne savait pas où c'était, il ne connaissait pas la valeur du terrain, il ne s'était pas renseigné dessus. Et puis Christophe connaissait à peine Borba, un danseur de rue en situation irrégulière, à qui il louait une chambre au château Beaulieu depuis quelques semaines seulement. C'est Cléo Nacio, un autre locataire, qui les avait présentés. Il ne faisait pas confiance à Borba. Ce genre d'affaire, acheter un terrain sans y voir, sans savoir où c'est, ça me paraissait louche. C'était pas possible. Christophe, il agissait pas comme ça. Les policiers ont maintenant de sérieux doutes sur ce Borba. Mais leurs soupçons ne s'arrêtent pas là. Ni Elisabeth, ni Lucie, ni Edno, qui ont été entendus déjà auparavant dans le cadre de l'enquête, nous parlent de ces chèques, alors que c'est quand même hyper important, parce que ça se passe au moment de la disparition de Christophe, ça concerne Christophe, et personne ne nous parle de ces chèques, quoi. À partir de ce moment-là, on s'est dit, on tient enfin un fil. Les policiers contactent le Brésil au sujet de cet échange de terrain entre Borba et Christophe. Mais la réponse officielle tarde. René Dalmasso décide alors de mener sa propre enquête.
On a missionné un avocat au Brésil qui a fait des recherches au cadastre et les recherches sont arrivées infructueuses. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de terrain au nom de Christophe Dalmasso. Il n'y avait rien du tout. Les policiers qui finissent par obtenir la même réponse de leurs collègues brésiliens ne quittent plus Borba des yeux. Ils ont la même conviction que le juge d'instruction. Là, je me dis que manifestement, Edno Borba da Silva ment et que, de façon directe ou indirecte, il est impliqué dans la disparition de Christophe Dalmasso. Commandant Brunache, 1 an après la disparition de son père, Lucie Dalmasso, donc exactement le 17 septembre 2004, elle se rend au commissariat. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit s'être brusquement souvenue que son copain Borba, le Brésilien, lui a montré un chèque vierge de son père juste après la disparition, c'est-à-dire 1 an avant. Elle dit qu'elle avait omis de nous en parler parce qu'elle considérait cela sans importance. Et le deuxième élément, qui n'est pas non plus négligeable, elle annonce qu'elle a des nouvelles de son père parce qu'il vit au Brésil. Elle dit qu'elle n'a pas directement des nouvelles de lui, mais par l'entremise d'un intermédiaire connu de Borba, prénommé Marcello, que ce Marcello l'appelle d'abord sur son portable et qu'ensuite il la contacte dans des cabines publiques du quartier. Et alors vous y croyez, vous, à la piste brésilienne, si je puis dire? Alors c'est douteux. On va essayer d'identifier ce Brésilien, ce Marcello, mais on ne va pas y arriver. Donc ça a décrédibilisé l'information et ça a décrédibilisé la parole de Lucie. Et pourquoi elle n'en aurait pas parlé plus tôt? Elle dit que son père a tout simplement voulu refaire sa vie au Brésil et qu'elle ne souhaitait pas jusqu'alors contrarier ou compromettre ce projet de vie en informant les enquêteurs de la PJ. À ce stade, vous soupçonnez, j'imagine, clairement ce Borba. Est-ce que vous l'interpellez? Je dirais que Borba et Lucie sont clairement suspects et ils sont traités comme tels. C'est-à-dire qu'ils sont sous surveillance, mais rien dans leur comportement ou dans leurs indiscrétions téléphoniques n'a permis jusqu'à présent de les confondre ou de les mettre en difficulté. Donc décision est prise de ne pas les interpeller, considérant que les charges qui sont recueillies jusqu'alors sont trop faibles pour passer à l'offensive. Lucie Dalmasso et Borba da Silva sont maintenant dans le collimateur. Les policiers attendent un faux pas. Mais René Dalmasso va perturber le plan des enquêteurs. Cannes, le 21 septembre 2004. Dans la nuit, je fais un cauchemar. Je rêve que mon fils est mort, enroulé dans une bâche, en bas d'une falaise. Je dis, il faut que je fasse quelque chose. Puisque rien ne bouge, je vais aller au château Beaulieu. Mais avant de partir, René Dalmasso se munit d'un revolver. Je prends mon panier à provisions, je mets l'arme et je mets une veste par-dessus. Et je pars sur Nice. Moi, mon intention, c'est de rencontrer Borba, de voir Borba. Il faut que j'aie la vérité, il faut que je sache où est passé Christophe. Je rentre au château Beaulieu. Je sors mon arme du panier et je le vise. Je lui ai dit, ne fais pas un pas de plus, je t'éclate la tête. Il a eu peur. Il s'est échappé, il est parti au commissariat Foch déposer plainte contre moi, que je voulais le tuer. Le courageux. Les policiers du commissariat Foch foncent au château Beaulieu, suivis de la PJ. Un policier ordonne à René Dalmasso de rendre son arme, un revolver chargé de fausses munitions.
Il a regardé mon arme, il a bien vu que j'avais trafiqué l'arme. Il a bien vu que c'était des fausses balles, des bouts, des cartons que j'avais dorés avec le feutre, que j'avais collés. Ils ont même dû se dire, elle a de l'imagination, je ne sais pas ce qu'ils ont dû se dire. René Dalmasso a agi comme de façon un peu impétueuse, et puis elle était voilà, mais c'est son caractère aussi, hein, et elle nous a, c'est vrai que là elle nous a un petit peu embêtés. Les policiers surveillaient Borba et tentaient d'accumuler des preuves contre lui. Mais René Dalmasso vient de faire capoter leur plan. Ça nous oblige à agir vis-à-vis de Borba. On ne peut plus le faire comme si de rien n'était. Et on est obligé à ce moment-là de le mettre en garde à vue et de perquisitionner son appartement. Au cours de cette perquisition, les policiers font une découverte. Une carte de paiement d'un magasin de matériaux niçois au nom de Dalmasso. Borba ne se démonte pas. Serein, plutôt serein, et avec un masque de sourire permanent. Le danseur nie toute implication dans la disparition de Christophe. Il nous dit, moi, j'avais aucun intérêt à le voir disparaître. Mais le Brésilien a du mal à expliquer pourquoi on a retrouvé chez lui la carte de paiement de Christophe Dalmasso. Dans un premier temps, il dit qu'il ne comprend pas. Et dans un deuxième temps, il dit non, mais c'est normal, puisque j'avais prévu, en accord avec Christophe, de faire des travaux dans l'appartement du premier étage que lui, Borba, pensait transformer en salle d'entraînement de capoeira. Et donc, Christophe m'avait laissé cette carte pour que je puisse aller acheter des matériaux dans ce magasin. Pourtant, en interrogeant Cléonatio, les policiers apprennent que Christophe n'avait jamais donné son accord pour aménager cette salle de capoeira. Et Christophe, il a dit qu'il n'était pas question de ça. La copropriété ne supportait pas le bruit, et donc il n'avait pas le droit non plus de faire des activités sportives dans l'appartement. À l'issue de sa garde à vue, Borba est présenté au juge d'instruction. Lui non plus n'est pas dupe. Une carte de paiement donnée par Christophe ? Impossible. Pour lui, si vous voulez, le moyen de paiement, et là on a un moyen de paiement, ça se donne pas, ça se prête pas. Et le fait que Borba da Silva ait cette carte est totalement anormal. Une carte mystère, un terrain fantôme au Brésil, un chèque en blanc douteux. Cela commence à faire beaucoup. Borba est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Un suspect a été mis en examen et écroué dans l'affaire Dalmasso, le marchand de biens cannois disparu il y a un an. On s'est dit, ça y est, ça avance, on va arriver à voir la vérité. Et on tient la bonne piste. Dominique, les policiers vont s'intéresser à un autre chèque. Oui, un chèque de 59 000 € signé Christophe Dalmasso qui va être présenté à l'encaissement dans une banque en Tunisie le 7 janvier 2004. Alors qu'il a été émis, apparemment, le 30 août 2003, c'est-à-dire 3 jours à peine avant la disparition de Dalmasso. Absolument. Et le guichetier tunisien va avoir le réflexe de vérifier quand même, parce que c'est une somme importante. Donc, demander à la banque de Christophe Dalmasso, qui va lui répondre non, la signature, c'est pas du tout celle de notre client, c'est un faux, c'est même un faux grossier. Évidemment, quand les policiers ont connaissance de l'existence de ce chèque, ils vont essayer de remonter la piste, parce que peut-être que derrière ce chèque, il y a ceux qui sont au courant, qui ont des informations sur la disparition de Christophe Dalmasso. Ça va leur prendre 1 an et demi aux policiers. Et ils vont trouver 5 intermédiaires, 5 personnes qui ont eu entre les mains, à un moment donné, ce chèque. Parmi ces 5 intermédiaires, il y en a 2 qui les intéressent vraiment. Le premier, c'est l'homme qui a envoyé ce chèque en Tunisie. Il s'appelle Louis Ambrosiano, surnommé Loulou. Il est représentant en chaussures et il habite à Nice. Et le deuxième personnage qui va intéresser les policiers, c'est un homme qui s'appelle Mauricio Ignacio Xavier. Il est brésilien,
Il vit à Nice depuis longtemps. Et quand les policiers vont venir l'interroger, il va leur dire « Celui qui a émis ce chèque, c'est Edno Borba da Silva ». Donc voilà une charge supplémentaire contre Borba. Il s'agit donc d'un capoeiriste, donc un physique assez sportif. Et puis finalement, lorsque l'on parle avec lui, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une personnalité assez fragile, très naïve, qui dénote finalement un peu avec ce personnage un peu bourru, un peu sportif, qui fait des spectacles de rue en qualité de maître capoeiriste. Borba da Silva atterrit en France en février 2003, 6 mois seulement avant la disparition de Christophe Dalmasso. Il s'intègre vite dans la petite communauté brésilienne de Nice, mais il ne fait pas l'unanimité. Dans ce milieu-là, il était plutôt mal perçu, finalement. Certains disaient qu'il créait de la zizanie, qu'il disait du mal des uns et des autres. D'autres disent que c'était un homme violent, qui était jaloux. Il mentait beaucoup, il racontait des choses qui n'étaient pas cohérentes. C'était vraiment, peut-être pas un mythomane, mais c'était quelqu'un qui aimait bien s'y vanter et inventer des choses, quoi. Parfois, Borba da Silva raconte qu'il est né dans une famille riche, parfois dans une famille pauvre. Il n'est pas non plus très clair sur les raisons de sa venue en France. À certains, il a dit qu'il fuyait. Il fuyait parce qu'il a eu un incident avec un trafiquant de drogue. À d'autres, il a dit qu'il voulait se départir, s'affranchir de la tutelle familiale. Donc déjà, laquelle des versions croire ? Quelques mois après son arrivée, Borba fait la connaissance de Christophe Dalmasso grâce à Cléo Nacio. L'homme d'affaires accepte de lui louer une chambre au premier étage du château Beaulieu. C'est comme ça que Borba rencontre Lucie, qui habite au 4e. Pour lui, c'est une liaison de nature essentiellement sexuelle, voilà, sans plus. Pour Lucie, c'était juste une aventure, un amusement pour elle, c'est ce que j'ai senti. Et pour lui, il était plus intéressé peut-être à trouver un endroit à habiter, quoi. Mais petit à petit, la relation entre les deux amants se dégrade, notamment après la disparition de Christophe Dalmasso. Elle voulait, nous dit-elle, se séparer de Borba, mais lui était tombé amoureux, était collant et extrêmement jaloux. Elle avait fait la connaissance d'un jeune Allemand, Borba l'avait su et avait cogné cet Allemand. Et on voit, vu son comportement, que c'est un gars qui peut être impulsif, que la bagarre lui fait pas peur. Les deux amants continuent pourtant de se voir jusqu'en septembre 2004. Leur relation se serait arrêtée peu de temps avant que Lucie n'aille confier ses doutes à la police. Voilà 1 an que Christophe Dalmasso a disparu. 1 an que sa famille et la police sont à sa recherche. Et c'est la mer, la Méditerranée, qui va leur donner un coup de pouce. Cannes, le 8 août 2004. Ce matin-là, la vedette des secours en mer patrouille au large du Mouret Rouge. Le regard du pilote est attiré par un objet flottant. Un pied gauche. Ils avisent les gendarmes de Cannes qui plongent et qui découvrent d'autres ossements humains. 5 jours plus tard, c'est un pied droit qui est découvert près de la plage du Soleil, en contrebas du pont de l'Aube, à Golfe-Juan. Jour après jour, la mer va rendre les fragments d'un squelette. Un tibia, un fémur, un morceau de crâne, la partie arrière du crâne,
bassin et des vertèbres. À l'époque, ce sont les gendarmes de Cannes qui enquêtent sur cette découverte. Ce n'est que 2 mois plus tard, début octobre 2004, alors que Borba est déjà incarcéré, que la PJ et le juge sont officiellement informés. Ça pourrait être les restes, sait-on jamais, de Christophe Dalmasso. René Dalmasso est aussitôt convoqué à la PJ pour un simple prélèvement d'ADN. On me dit rien d'autre et moi, j'ai aucun soupçon là-dessus. Je ne m'interroge pas. Je me dis toujours, Christophe, il est vivant. Mais 3 mois plus tard... 16 mois après sa disparition, il n'y a plus d'espoir de retrouver vivant Christophe Dalmasso. La technique de l'ADN vient de permettre de lui attribuer formellement des restes humains découverts l'été dernier en baie de Cannes. C'est la seule fois que j'ai vraiment craqué, que je voulais le rejoindre. C'est la seule fois. J'avais vraiment cru qu'on allait le retrouver vivant. Les os qu'on a retrouvés, Dominique, est-ce qu'ils permettent de déterminer les causes de la mort ? Ce ne sont que des fragments de corps, Frédéric, ce qui rend difficile la recherche des causes de la mort. Alors on sait que ces os sont propres, aucune trace d'arme blanche, de coupure, aucune trace d'impact de balle, en tout cas sur la partie du crâne qu'on va découvrir, pas de traces de dépeçage, pas de traces de sciage, et on sait simplement que ces os appartiennent tous à une seule et même personne. Ce qui est intéressant pour les légistes, c'est un pied droit qui va être retrouvé et qui est saponifié. Saponifié, ça veut dire que la chair est à l'état cireux, un peu comme du savon. Et on va retrouver sur ce pied et dans ce pied des éléments végétaux. On va retrouver des fragments de feuilles, des fragments de ronces et fichés dans la chair une aiguille de pin qui vient des collines environnantes. Mais c'est un pin particulier, c'est une catégorie qui ne représente que 10% de l'ensemble des pins de ces montagnes. C'est ça ? Le pin d'Alep, voilà. Donc, ce pin, il pousse dans des vallons encaissés. Donc, hypothèse, le corps de Christophe Dalmasso a pu être enterré au bord d'un torrent, exhumé ensuite par quelqu'un ou exhumé par des fortes pluies, puisqu'on sait que le 5 août 2004, quelques jours avant que ces ossements n'apparaissent, eh bien, il y a eu de fortes pluies dans la région. En tout cas, cette découverte change la donne. Oui, ça change complètement la donne parce que jusqu'ici, on était sur une personne qui avait disparu. Donc on était sur une disparition et une séquestration, quelqu'un qui avait été enlevé. Là, on a son corps. Maintenant, on est clairement sur un homicide. Le 17 janvier 2005, le juge fait extraire Borba de sa cellule pour tenter de le faire craquer. Il lui explique qu'en septembre, Lucie a fait des confessions aux policiers et qu'elle l'a mise en cause dans la disparition de Christophe. Cette fois, le Brésilien comprend qu'il ne peut plus faire celui qui ne sait rien. Il avoue, en fait, il sait tout et depuis le début. Il dit même qu'il connaît le coupable, ou plutôt la coupable. C'est Lucie, la propre fille de Christophe. Il explique qu'il a eu effectivement connaissance du souhait de Lucie Dalmasso, qui est alors sa petite amie, de faire tuer son père pour pouvoir bénéficier d'emblée de son héritage, puisqu'elle est la fille unique de Christophe Dalmasso. Et s'il le sait, c'est parce que c'est à lui que Lucie a d'abord demandé de tuer Christophe. Elle lui propose, dit-il, fin août, de se débarrasser de son père, moyennant 1 000 € et la remise d'un appartement au château Beaulieu, à l'avenue Fauche. Mais Borba a refusé. Du coup, explique-t-il, Lucie s'est débrouillée toute seule. Et quelques jours plus tard, elle lui a annoncé la mort de son père. Elle lui confie que son père a été tué et que désormais, elle va être, selon une expression qu'il a, la princesse du château.
Le juge décide de confronter Borba et Lucie, mais chacun campe sur ses positions. Vous avez Borba da Silva qui cherche du regard Lucie Dalmasso pendant toute la confrontation, qui l'implore de dire la vérité. Lucie Dalmasso ne le regardera pas une seule fois. Elle éclate en sanglots, mais bon, elle tient bon et elle conteste farouchement tout ce que peut dire Borba au magistrat instructeur. À l'issue de cette confrontation, Borba retourne en cellule et Lucie reste libre. Alors 15 jours plus tard, Borba demande à revoir le juge. Pour le convaincre de sa bonne foi, il est prêt à le conduire à l'endroit où Christophe Dalmasso a été enterré. Lucie Dalmasso lui aurait expliqué que le corps de son père aurait été inhumé sur une colline, sur une montagne. On part de Nice. On fait plusieurs communes, Mandelieu, Cannes, Antibes, Valoris. Et en fait, Borba nous trimballe pendant tout un après-midi, sans jamais qu'il se souvienne réellement de l'endroit qu'il voulait désigner, quoi. Simple trou de mémoire ou affabulation? Retour à Nice, dans les locaux de la PJ. J'interroge à chaud, si je puis dire, Borba da Silva, qui me dit, écoutez, je vais maintenant vous dire toute la vérité. Christophe Dalmasso a fait l'objet d'un guet-apens. Il a été attendu dans son garage, où il stationne son véhicule automobile, qui se trouve juste en face du château Beaulieu. Borba explique que Lucie a recruté 2 Tunisiens pour enlever son père dans son garage. C'est elle qui les a fait entrer avec son bip le 2 septembre 2003 à la mi-journée. Ensuite, ils ont enfermé Christophe dans le coffre et sont partis avec sa voiture. Il explique que ces Tunisiens devaient dans un premier temps le séquestrer dans un endroit gardé secret et qu'il devait être éliminé quelques jours après. Christophe a été tué à coups de couteau une dizaine de jours plus tard. La suite, le Brésilien est incapable de la raconter. Lucie ne lui a pas fait d'autres confidences. Sur les circonstances de commission de ce meurtre, il est très très évasif. Il ne donne pas d'éléments intéressants. Quelque temps plus tard, Borba balancera quand même une information de plus, le nom d'un homme. Lucie aurait fait le coup avec un certain Mauricio, l'un des intermédiaires du cheikh tunisien. Il explique que c'est le complice de Lucie Dalmasso et que c'est avec son aide qu'ils ont organisé ce meurtre et que c'est Mauricio Ignacio d'ailleurs qui lui a trouvé les Tunisiens. C'est le boss, le patron. Certains nous disent qu'il a eu des gros problèmes dans sa vie. Voilà, c'est une personne qui paraît effectivement susceptible d'avoir joué un rôle dans cette disparition. D'après Borba, le chèque de 59 000 € retrouvé en Tunisie devait servir à payer les tueurs de Christophe Dalmasso. Le lendemain, les policiers frappent à la porte du château Beaulieu. On interpelle Lucie, puisqu'elle nous est donnée comme étant le commanditaire, qu'elle a participé et même qu'elle sait où a été enterré Christophe Dalmasso. Les policiers perquisitionnent son appartement et ils tombent sur une lettre de Lucie à son père. Une lettre écrite en mai 2001, alors qu'ils sont brouillés à cause d'une histoire d'argent. Dominique, qu'est-ce qu'elle dit dans cette lettre? C'est une lettre, Frédéric, de colère
de déception et d'écœurement. Elle a 19 ans et elle lui explique qu'elle ne comprend pas son comportement envers elle. Elle commence par des reproches. « Je n'en peux plus, j'en ai assez de me faire utiliser par une personne aussi mesquine et égoïste que toi. » En fait, elle lui reproche sa relation à l'argent, son avarice. Et elle lui reproche la perversité de sa nature, le joug psychologique sous lequel il la maintient depuis des années. Elle lui fait des reproches durs et puis des menaces à peine déguisées. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Et écoutez bien cette dernière phrase. Ne tente pas trop le diable, il est bien plus fort que toi. C'est peut-être aussi une lettre de déception, tout simplement, et d'amour trahi. Alors c'est vrai qu'il y a quand même de l'amour d'une fille pour son père dans cette lettre. Elle lui écrit « Tu devrais avoir honte de te servir des gens qui t'aiment vraiment et qui tiennent à toi. » Et pour quelle raison a-t-elle écrit cette lettre? Il y a eu entre eux un conflit autour de l'argent. Elle est étudiante en 2001 aux États-Unis et son père va déposer pour elle de l'argent sur un compte postal. 300 000 francs, 45 000 euros. Le compte est à son nom, à elle, mais son père a procuration sur le compte. Et dans les mois qui suivent, il va tirer 8 000 euros. Elle, ça la rend folle de rage. Elle transfère le solde, 37 000 euros, sur un compte à son seul nom à elle et auquel son père n'aura plus accès. Non seulement elle fait ça, mais en plus, elle attaque son père devant la justice pour abus de confiance. Et l'affaire va aller à l'audience, devant un tribunal correctionnel, qui va condamner Lucie à rendre à son père l'argent. Et en plus, elle va être condamnée à une interdiction bancaire pendant 4 ans. Ça fait beaucoup. Et elle va apprendre sa condamnation définitive par une lettre de son avocate au mois de juillet 2003. C'est-à-dire 2 mois à peine avant la disparition de son père Christophe Dalmasso. Et ça, pour la police judiciaire, ça peut être un mobile. D'autant que son père ne s'est pas laissé faire. Puisqu'elle l'a traîné devant le tribunal correctionnel, il a réagi, il a écrit un testament. Et dans son testament, il écrit qu'il déshérite Lucie au profit de son frère, Laurent, c'est lui qui héritera. Et il annonce son intention d'engager une procédure contre elle de désaveu en paternité. Elle pouvait espérer un héritage de 15 millions d'euros, là, elle perd tout. La question, c'est est-ce que Lucie, au moment de la disparition de son père en septembre, est au courant du fait qu'il souhaite la déshériter et qu'il souhaite qu'elle ne soit plus officiellement sa fille devant la justice. Lucie est interrogée sur cette histoire d'argent qui l'opposait à son père. On a trouvé une jeune femme déterminée, fixant toujours le mur, sans jamais nous regarder, mais aussi sans jamais s'énerver, toujours égale à elle-même, sans jamais verser une larme, sans jamais crier son innocence. Et on a été vraiment très surpris par cette force, quoi. Elle prétend avoir appris qu'elle avait perdu le procès concernant les 300 000 francs après la disparition de son père et qu'elle n'avait pas non plus connaissance du testament où le légataire était devenu Laurent. Donc évidemment, en disant ça, elle enlève des mobiles au fait qu'elle aurait pu être le commanditaire de l'assassinat de son père. Lucie affirme d'ailleurs qu'elle avait de bonnes relations avec son père au moment de sa disparition. En 2003, les deux se sont rapprochés. Elle n'aspire qu'à un but, c'est avoir des relations normales de fille à père avec Christophe Dalmasso. Mais René Dalmasso affirme le contraire aux policiers. À l'été 2003, les relations entre Lucie et son père étaient très, très, très mauvaises. Elles étaient exécrables. Christophe me dit « Maman, la froideur de Lucie me fait peur. » De la froideur et de l'aplomb, Lucie en a aussi quand elle se rend chez le juge des tutelles, quelques semaines seulement après la disparition de Christophe. Lucie demande, alors que Christophe n'était que présumé absent, et demande une pension alimentaire et se réserve le droit de gérer ses affaires. Alors là, je suis abasourdie. Mais c'est qu'elle sait qu'il est mort.
Autre épisode troublant. Cléo Nacio raconte qu'Elisabeth, Lucie et Borba ont fait une petite fête au champagne le jour où la presse a annoncé la disparition de Christophe et la découverte de sa voiture brûlée. Il y a Elisabeth avec Edno et Lucie qui me dit que c'est bien fait pour lui. Ils ont commencé à boire et à danser, quoi. Lucie nie tout en bloc, cet épisode n'a jamais existé. Sa mère est sur la même ligne. C'est la vérité, moi je peux pas... Il n'y a pas de raison pour que je puisse inventer un tel épisode, avec autant de détails. Les réponses évasives de Lucie la conduisent illico chez le juge d'instruction. Et là, elle change d'attitude. J'ai une jeune fille qui est souvent en pleurs. Mais j'ai aussi les accusations de Borba da Silva qui m'indiquent que lors de ses études aux États-Unis, elle a pu suivre des cours d'art dramatique et qu'elle peut pleurer sur commande. Le silence de Lucie sur l'échec, son silence sur la fuite supposée de son père au Brésil, tout cela pèse lourd pour le juge. Lucie Dalmasso, à mes yeux, a un mobile, la perte de son procès, la réparation imposée à sa mère du véhicule endommagé, le fait que Christophe soit le bénéficiaire exclusif de la succession Glenzer, et elle se dit qu'elle a un homme de main, Edno Borba da Silva, qui peut régler le problème qu'elle a avec son père. Lucie est donc mise en examen pour complicité de meurtre. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Nice. On a eu un choc, parce que c'est quand même notre petite fille. Et comment elle a pu faire une chose pareille? Comment elle a pu faire tuer son père adoptif, qui l'a élevé? Comment? C'est vrai que c'est un choc. Quelques mois plus tard, c'est au tour d'Elisabeth, la mère de Lucie, d'être mise en examen, elle aussi pour complicité de meurtre. Sylvie Novakovic, vous êtes l'avocate de Lucie Dalmasso. Votre cliente affirme qu'elle ne savait pas qu'elle avait perdu son procès contre son père. Tout à fait. Enfin, elle connaissait effectivement le résultat en première instance. En revanche, elle ne savait pas que l'appel qu'elle a interjeté avait été déclaré irrecevable. Donc oui, elle ne le savait pas. Et quand elle l'a appris, c'est bien après la disparition. Votre cliente savait-elle que son père avait révisé son testament? Alors, elle ne le savait pas. Là encore, elle l'a appris pendant la procédure. Mais bon, c'est vrai que leurs liens se sont un peu distendus suite à ce procès. Néanmoins, ils se sont réconciliés à l'occasion du fameux procès fait par les héritiers de Madame Glenzer. Vous parlez des héritiers corses qui se sentaient spoliés par Christophe Dalmasso. Complètement. Donc, elle a décidé de l'aider dans ce procès et elle a témoigné à sa faveur. Donc, ils se sont rapprochés. Et qu'est-ce qu'elle disait justement des relations avec son père? Elle l'aimait. Elle l'aimait, mais ne supportait plus qu'il se serve de ses comptes pour faire ses affaires, ses mauvaises affaires, ses affaires qui n'étaient pas nettes. Et ça, elle ne le supportait plus. Et c'est pour ça qu'elle voulait que leur relation soit une relation de père et fille, et non plus une relation d'affaires. Lucie est aussi allée voir le juge des tutelles pour lui demander non seulement de gérer les affaires de son père, mais aussi de recevoir une pension alimentaire de 1 500 €. À l'époque où elle le fait, il n'est que disparu. Tout à fait. Alors, je vous pose la même question concernant Laurent, le frère de Christophe. Comment expliquer que, même pas un mois après sa disparition, il devient actionnaire à 50% des sociétés de son frère? Une fois de plus, Christophe n'était que disparu. Il se fait rembourser en compte courant 600 000 francs de l'époque. On se demande pourquoi aussi. Et Lucien, le père qui avait procuration sur les comptes de son fils, s'est permis également de transférer toutes les sommes qui se trouvaient sur les comptes de Christophe Dalmasso. Ça, personne s'en inquiète. Mais vous ne nous expliquez pas pourquoi votre cliente fait ça. Ma cliente, elle s'adresse à la justice, et c'est normal parce qu'elle avait absolument besoin de cet argent pour vivre, pour faire ses études, elle n'avait pas le choix. Et elle était persuadée que son père était, bien sûr, au Brésil, et elle ne pouvait pas le joindre. Borba da Silva lui a toujours dit « Ton père est parti là-bas pour un bout de temps, il a fait des mauvaises affaires, il est obligé de se cacher au Brésil, donc ne compte pas sur lui pour revenir de sitôt. »
depuis le début de l'enquête, Borba est sur la même ligne. Il n'a rien à voir avec le meurtre de Christophe Dalmasso. Tout ce qu'il sait, il le tient de Lucie. Lucie qui aurait commandité le meurtre de son père à des Tunisiens et à un autre Brésilien. Mais Borba a beaucoup varié dans ses versions et les policiers doivent vérifier. Le parking Foch est passé au peigne fin à la recherche de traces de sang. La conclusion, c'est qu'on ne trouve aucune trace biologique pouvant laisser penser que l'agression ait pu avoir lieu dans le garage. Les policiers tentent également de retrouver les 2 Tunisiens que Borba a dénoncés. Sa téléphonie du 2 septembre 2003 va les mettre sur une première piste. On se rend compte qu'il est énormément en relation avec un individu. Et ensuite, on se rend compte que la personne qu'il appelle se rend à Château-Beaulieu. Cette personne, c'est Wissem Krayem, nationalité tunisienne. Il est plombier et joueur de tam-tam dans la troupe des capoeiristes de Borba. Les policiers le convoquent, il explique que Borba et lui se sont beaucoup téléphonés ce jour-là pour préparer une soirée capoeira. Les policiers n'ont pas beaucoup plus de billes pour le cuisiner. La voiture de Christophe Dalmasso a été découverte près du quartier des Moulins, donc quartier où réside Krayem. Et voilà, on n'a strictement rien de plus le concernant, donc c'est très très léger. Aucune charge contre Wissem Krayem, qui reste simple témoin. Autre suspect désigné par Borba, Mauricio Ignacio Xavier, l'homme du chèque. Mais pour la journée du 2 septembre 2003, il a un alibi béton. Il était totalement impossible pour Ignacio de participer à l'enlèvement et à la disparition de M. Dalmasso, puisque le matin, il a travaillé toute la matinée jusqu'à 1h de l'après-midi, ce qui a été confirmé par son employeur, et que l'après-midi, avec sa famille et des amis, il est parti à l'aéroport, accompagner sa famille qui quittait la France pour le Brésil. Il était totalement impossible à Ignacio Mauricio d'être auprès de M. Dalmasso, comme le prétendait Borba. Pas de Mauricio, pas de Tunisien. Reste Borba. Il peut y avoir tout simplement Borba da Silva seul. Parce que Borba da Silva est costaud, il sait comment frapper et où frapper. Et je me dis qu'il a dû lui asséner un mauvais coup qui a entraîné la mort de Christophe Dalmasso. Le 2 septembre 2003, Borba est à Château-Beaulieu jusqu'à 11h33. Ensuite, son téléphone n'est plus localisable entre midi et demi et 13h30, comme par hasard au moment supposé de la disparition de Christophe Dalmasso. À 18h33, il active à nouveau une borne dans le secteur de Château-Beaulieu. Pourtant, à cette heure-là, Borba da Silva prétend être ailleurs, dans un autre quartier de Nice. Il faisait dans le Vieux-Nice de la capoeira, dans les horaires compris entre vraisemblablement midi 15h, dont on nous dit que c'est l'heure du crime. Aucun témoin n'a confirmé la présence de Borba dans le Vieux-Nice. Et pour cause, rétorque la défense. Aucune investigation n'a été réalisée pour éventuellement retrouver les personnes pouvant être avec lui ce jour-là. On ne peut pas le reprocher à Edno Borba da Silva. Mais il y a plus ennuyeux pour Borba. Un témoin avait remarqué que Borba, vers le 10-12 septembre 2003, avait une blessure à l'arcade sourcilière. Le Brésilien portait un pansement. Borba a une explication. Le 2 septembre 2003, il s'était bagarré dans la rue avec des touristes italiens. Là encore, difficile de trouver des témoins 1 an et demi après les faits. C'est invérifiable. Cette blessure, en fait, à l'arcade sourcilière, on pense que c'est Christophe qui a pu lui infliger au moment où il a été agressé par Borba.
Borba prétend qu'il s'est fait soigner à l'hôpital Saint-Roch, à 2 pas de Château-Beaulieu. On fait des recherches au niveau de l'hôpital, on ne trouve rien. Alors, une fois de plus, c'est René Dalmasso qui prend les choses en main. C'est moi qui vais, qui m'acharne et qui retrouve le passage de Borba à l'hôpital Saint-Roch. Ils ont retrouvé nommé Borda au lieu de Borba et il a reçu des points à la carte sourcilière gauche. Le Brésilien s'est bien battu ce jour-là, mais contre qui? Et il n'était pas seul à l'hôpital. Lucie l'accompagnait, c'est elle qui a réglé la consultation. Ça conforte dans le sens que Lucie était complètement dans l'affaire et était avec Borba complètement, quoi. Ils étaient liés. Convaincue de l'implication de sa petite fille, René Dalmasso va plus loin. Elle indique aux enquêteurs un terrain qui appartient au grand-père maternel de Lucie. Ce terrain se situe sur les hauteurs de Cannes. Pour moi, le terrain du grand-père, c'est le lieu idéal pour dissimuler un corps. Et bien là, vous pouvez aller en voiture, vous ne serez jamais dérangé. Commandant Brunage, d'après vous, où le corps de Christophe Dalmasso avait pu être enterré? Alors, il y a eu 2 hypothèses. En réalité, la première hypothèse, largement privilégiée, était que le corps avait été balancé, c'est le terme, dans un vallon qui s'appelle le vallon de l'Aube à Golfe-Juan, qu'il y était resté plusieurs mois, et qu'ensuite, des fortes pluies sont intervenues dans le courant de l'été 2004, des pluies diluviennes, et le corps a été charrié, disloqué et répandu jusqu'à la mer, puisque le vallon de l'Aube conduit directement à la mer. La mère de Christophe Dalmasso, donc Renée, elle est persuadée que le corps a été enterré dans la propriété du grand-père maternel de Lucie, c'est ça? Absolument. On a retrouvé une aiguille de pin dans les chairs du pied de la victime, et des expertises ont été commandées à l'INRA. Et il est apparu au terme de cette analyse qu'un des pins situé sur la propriété du grand-père maternel de Lucie Dalmasso, qui se trouve, coïncidence oblige, juste au-dessus de ce vallon de l'Aube, avait le même ADN végétal que cette espèce d'aiguille de pin. Il est également apparu que cet ADN végétal correspondait à 10% des pins que l'on retrouvait dans un rayon de 2 km autour de la propriété, vallon de l'Aube compris. Et le deuxième élément, c'est que des ossements d'animaux ont été retrouvés avec les morceaux de corps en mer, et que d'autres ossements animaliers ont été mis à jour dans la propriété du grand-père. Mais il n'a pas été possible d'établir une compatibilité entre ces ossements animaliers. Donc je dirais que dans les 2 hypothèses, celle de l'aiguille et celle des ossements, les orientations étaient intéressantes, mais insuffisantes pour valider l'enfouissement du corps sur la propriété du grand-père. À ce moment-là, vous êtes convaincu que Borba et Lucie sont dans le coup? Alors, je répondrai en disant que les éléments à charge, susceptibles de les incriminer, nous paraissaient impliquants, voire très impliquants. Alors chacun dans des rôles particuliers, celui d'exécuteur de la basse besogne pour le Brésilien, et pour Lucie, un rôle de commanditaire. Maître Novakovic, les policiers et le juge sont donc persuadés que votre cliente est impliquée dans le meurtre de son père. Elle est mise en examen, elle est incarcérée, mais vous arrivez à la faire libérer. Je vous avoue que quand j'ai étudié le dossier, j'étais extrêmement choquée, parce qu'il n'y avait absolument rien contre elle, en dehors des déclarations de Borba da Silva. Donc vous imaginez bien que j'ai bien fait comprendre au juge, dans le cadre d'une demande de mise en liberté, que je ne m'arrêterai pas là et qu'il n'était pas question de garder une innocente en prison. Et c'est pourquoi elle a fait l'objet d'une mise en liberté, bien sûr. Et 2 ans plus tard, en 2007, elle bénéficie d'un non-lieu. Normal, elle est innocente. Il n'y a rien contre elle. Et d'ailleurs, la Chambre de l'instruction a bien noté que tous les éléments à charge contre ma cliente ne sont que des éléments de fantasme, notamment, effectivement, les propos de Borba da Silva, sachant que l'expertise psychiatrique dit bien de Borba da Silva que c'est un homme qui a une intelligence supérieure à la moyenne, mais surtout est un grand manipulateur, un mégalomane
Il y a quelqu'un d'extrêmement pervers. Sa mère aussi bénéficie d'un non-lieu. Bien sûr, de toute façon, il n'y a aucune raison de la mettre en cause non plus. Elle n'avait rien à voir avec cela. Simplement, sa seule culpabilité, finalement, à la mère, et la seule culpabilité de ma cliente, c'est d'être, pour la mère, de s'être mariée avec Christophe Dalmasso, et pour ma cliente, d'être la petite fille, parce que Mme Renée Dalmasso les considère comme coupables d'exister, finalement. Eh bien non, elles sont innocentes, que cela lui plaise ou non. Trois personnes sont renvoyées devant la justice. 2 hommes pour le fameux chèque tunisien, Mauricio Ignacio Xavier et Louis Ambrosiano. L'enquête n'a pas établi qu'ils étaient impliqués dans le meurtre. Le tribunal les poursuit donc pour recel et contrefaçon. Ignacio Xavier prend 18 mois ferme et Ambrosiano 1 an avec sursis. Un seul accusé comparé aux assises pour meurtre, c'est Edno Borba da Silva, au désespoir de Renée Dalmasso qui aurait bien voulu que sa petite fille prenne place elle aussi dans le box. Comment une magistrate qui n'a pas instruit l'affaire a pu prendre cette liberté de gommer 4 années d'instruction en accordant un non-lieu? Comment? On ne comprend pas. Malgré l'incompréhension de Renée Dalmasso, le procès d'Edno Borba da Silva s'ouvre le 16 mars 2009 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Dans la salle des pas perdus, l'ambiance est glaciale entre Renée Dalmasso et sa petite fille Lucie. On ne se regarde pas, on ne se parle pas, du tout, du tout, du tout. On s'ignore. On s'ignore complètement. C'est comme une étrangère pour moi. Entre elles, c'est la guerre. C'est la guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Dans le box des accusés, Edno Borba da Silva reste sur la même ligne. Il n'y est pour rien. Il nie toute participation dans cette affaire et il dit que ce qu'il sait de cette affaire et qu'il répète à la cour d'assises, il le sait parce que Lucie Dalmasso le lui a dit. Donc, ça revient évidemment à la charger. Même simple témoin, Lucie Dalmasso est l'objet de tous les regards. Sa grand-mère attend sa déposition avec impatience. Elle a mis son intelligence au service du mal. Mais c'est une surdouée. Elle s'adapte très vite à la situation. D'ailleurs, vous allez la voir, quand elle va être auditionnée, elle retombe toujours sur ses pattes. Contrairement à ce pauvre bougre-là, que finalement, c'est un jouet dans ses mains. Lucie est appelée à la barre. Sans surprise, elle charge Borba. Mais la cour et les avocats la bombardent de questions. Son audition dure plus de 10 heures et elle a réponse à tout. Elle pleure, elle apparaît comme une jeune fille fragile et elle est touchante. Elle dit qu'elle aimait son père et on ne l'imagine pas du tout dans le rôle de commanditaire qu'on a pu un temps lui prêter. La voir avec cette timidité qui ne lui ressemble pas finalement, cette fragilité, oui, nous surprend un peu dans un premier temps. Les avocats de Borba et de Renée Dalmasso ne croient plus au personnage de jeune fille éplorée que vient de jouer Lucie. Alors maintenant, assez. Assez d'hypocrisie, assez de miel, assez de poudre aux yeux. J'en ai assez. Au fil des débats, la Cour découvre qu'il y a encore de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. Les avocats de Borba dénoncent un dossier vide et ils le font savoir au directeur d'enquête qui passe un sale quart d'heure à la barre. Je dis, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Borba l'aurait tué? Réponse, non. Non, maître, je ne peux pas vous le dire. Vous pouvez me dire où? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que vous pouvez me dire comment? Et je ne peux pas vous le dire. Et il me dit, mais de toute façon, je lui dis, mais attendez, le rôle de Borba, vous pouvez me dire ce qu'il a fait, Borba? Réponse, écoutez, il est sans doute partie prenante. Moi, je ne me contente pas de sans doute partie prenante. Le dossier peut-il être jugé en l'état? La présidente en doute. Après 5 jours de débat, elle suspend le procès et ordonne des fouilles complémentaires sur le terrain du grand-père de Lucie, près de Cannes.
fouille méticuleuse de la maison, d'un cabanon attenant. Ce que ces hommes cherchent, une excavation, des ossements, des traces de sang, tout ce qui pourrait permettre d'apporter enfin une réponse au sort qui fut réservé à l'homme d'affaires cannois le 2 septembre 2003. Les enquêteurs sont repartis chargés de sacs et d'échantillons à analyser. Michael Darras, à ce procès, vous êtes avocat général. Que donnent les fouilles qui ont été réalisées sur le terrain du grand-père maternel de Lucie Dalmasso? La police judiciaire de Nice va trouver sur ce terrain un trou dans lequel aurait pu être enterré un corps. Et surtout, à l'intérieur d'un cabanon se trouvant sur ce terrain, la police judiciaire va découvrir des traces qui pourraient être des traces de sang. Elle va également découvrir sur ce terrain des ossements d'animaux du même type que ceux qui ont été retrouvés dans la baie de Cannes avec les os de Christophe Dalmasso. Il s'est passé d'autres choses intéressantes à ce procès, notamment, je crois, quand Borba désigne Wissem Krayem. Borba da Silva va effectivement montrer du doigt Krayem Wissem. Il va le désigner notamment comme celui qui a incendié le véhicule de Christophe Dalmasso. Et Wissem Krayem, j'imagine qu'il est convoqué à la barre. Alors, comment ça se passe avec lui? Effectivement, Wissem Krayem est convoqué à la barre comme simple témoin. Il n'a pas été du tout mis en cause dans le cadre de l'information. Il arrive comme témoin et là, ça passe pas. Il est fuyant, il répond à côté, il ne se souvient de rien. Et il est incapable d'apporter des précisions sur les faits que vient de nous relater Edno Borba da Silva. Et là, c'est vrai, croyez-moi, ça fait son effet au sein de la cour d'assises. On se dit qu'effectivement, on tient peut-être en la personne de Krayem Wissem un élément important de cette affaire. En plus, il est vu avec son avocat, ce qui est quand même un peu étrange pour un témoin. C'est vrai que son avocat est resté dans la salle, mais il vient effectivement avec son avocat, ce qui est pour un témoin, un simple témoin, quelque chose qui n'est pas anodin. Donc le procès est arrêté. Donc la présidente de la cour d'assises, effectivement, ordonne le renvoi sine die de cette affaire. Je vais demander au parquet général de bien vouloir ouvrir une nouvelle information judiciaire, ce que la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence va effectivement ordonner. Et on repart pour un tour. Tous ceux qui avaient bénéficié d'un non-lieu auparavant vont de nouveau être mis en examen et on va pouvoir les réentendre au cours de cette nouvelle information. Lucie est donc mise à nouveau en examen. Lucie Dalmasso est donc à nouveau remise en examen, effectivement. Pour complicité de meurtre. Pour complicité de meurtre, tout à fait, oui. Lucie est de nouveau mise en examen, mais elle reste libre. Quant à Borba, il a déjà passé 4 ans et demi derrière les barreaux en détention provisoire. Alors ses avocats profitent du report du procès pour monter au créneau. Ils réclament sa libération. Nouveau coup de théâtre devant les assises des Alpes-Maritimes. Cet après-midi, Edno Borba da Silva, jugé pour le meurtre de Christophe Dalmasso, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Son procès a été reporté à la demande de la présidente de la Cour. Fin d'après-midi, le soleil est encore de la partie. La lourde porte de la maison d'arrêt de Nice vient de s'ouvrir sur Edno Borba da Silva. Les 5 dernières années qu'il vient de passer derrière les barreaux tiennent en 2 sacs et un carton. Ses avocats l'attendent. Le jeune Brésilien, qui a eu 34 ans il y a 2 jours, ne réalise pas vraiment ce qui lui arrive. C'est 5 ans que je parlais et jamais personne m'écoutait, mais la première chose à faire est appeler à ma mère et parler. Je suis là, que 5 ans pour parler avec elle, c'est énorme. Edno Borba da Silva vient de vivre 4 années et demie extrêmement compliquées. Il est seul. Il est isolé, même pas euphorique, même pas heureux, perdu. J'ai un sentiment d'échec parce que je me dis il est libéré et il n'a même pas de bracelet électronique. Alors pour moi, je me dis il va s'échapper. Il va s'échapper ce garçon.
Pendant que la famille de Christophe Dalmasso s'inquiète, la nouvelle juge d'instruction travaille. Mais les expertises très attendues des indices retrouvés sur le terrain du grand-père ne donnent rien. On n'a aucun élément probant qui nous dit que le corps a été amené là. Non, on ne peut pas dire où Christophe Dalmasso était enterré. Pas du tout. De leur côté, les policiers ont quelques questions à poser à Wissem Krayem. Selon Borba, c'est lui qui aurait incendié la voiture de Christophe Dalmasso. Ils l'entendent le 3 août 2009 et cette fois-ci, l'homme est très bavard. Il est d'accord pour s'expliquer et selon ses termes, il dit « je suis rentré maintenant profond dans la religion », donc il veut soulager sa conscience et dire ce qui s'est passé. Krayem revient sur ce 2 septembre 2003. Ce jour-là, Borba lui a demandé de venir au château Beaulieu en début de soirée. Là, il voit Borba qui lui dit qu'il a des gravats à descendre d'un appartement et à jeter. Krayem et Borba entrent dans l'appartement du Brésilien au premier étage. Il constate qu'il y a dans le séjour 6 gros sacs poubelles renforcés, qui sont au moins en double épaisseur, et que l'appartement a été lessivé à grandes eaux. Les deux hommes commencent à transporter les sacs. Mais le dernier est plus lourd. Il faut le porter à deux. Là, il se rend compte que c'est mou et il comprend que c'est un tronc humain. Wissem Krayem interroge Borba. Borba lui dit qu'il s'est emboucané avec une personne et qu'il l'a tué. Borba ne donne pas de détails, ni sur l'identité du mort, ni sur les circonstances du meurtre. Et curieusement, Wissem Krayem ne pose pas d'autres questions. Ce soir-là, il dit qu'il est dans un état second. Il va dire qu'il est complètement sous la coupe de Borba da Silva et qu'il va agir un petit peu comme un pantin, il va obéir. Une fois les sacs chargés dans le coffre de la voiture de Wissem Krayem, les deux hommes prennent la direction de Cannes. Sur les hauteurs de Valoris, le Tunisien indique à Borba un endroit où jeter les sacs. Un ravin, près d'un pont, le vallon de l'Aube. Un peu plus tard, sur le trajet du retour, un coup de fil d'une femme, c'est Borba qui recevait le coup de fil. Et pour Wissem Krayem, c'était Lucie. À l'intonation de voix, même si c'était pas lui qui a décroché, pour lui c'était Lucie. Et Borba lui a dit tout de bonne, c'est réglé. Ensuite, raconte Krayem, ils sont revenus à Château-Beaulieu. Et Borba lui a proposé la voiture de Christophe Dalmasso pour service rendu. Krayem a accepté le cadeau, mais une semaine plus tard, il a changé d'avis. Il ne se sentait pas tranquille dans la voiture d'un mort. Là, comme Wissem a compris que la voiture utilisée, c'était la voiture de Christophe Dalmasso, et il préfère se débarrasser de la voiture en l'incendiant. 6 ans après les faits, ces aveux tardifs de Krayem surprennent les enquêteurs. Pourquoi n'a-t-il pas parlé avant? La peur qui assaille tout être humain et qui a assailli Wissem Krayem, la peur des conséquences d'aller révéler qu'il a apporté son aide et son concours à une entreprise criminelle, même s'il ne le savait pas. Wissem Krayem est mis en examen pour complicité de meurtre. Cette fois, c'est la police scientifique qui débarque dans l'appartement où vivait Borba à l'époque.
et ça paye. 2 traces sont mises en évidence sur le canapé du séjour, 2 traces de sang, et analysé, ce sang est bien celui de Christophe Dalmasso. On pense qu'il y a dû avoir une bagarre extrêmement violente où Borba est arrivé à tuer Christophe Dalmasso qui s'est défendu. La juge d'instruction demande immédiatement la réincarcération du Brésilien, mais la cour d'appel s'y oppose. Borba reste donc en liberté. Et il va en profiter. Le 4 février 2010, il appelle son avocat. Edno Borba da Silva me dit en substance, voilà maître, j'ai décidé de quitter le territoire national, de plus respecter mon contrôle judiciaire. J'ai un homme dévasté au téléphone qui me dit voilà, j'en peux plus, je voulais vous le dire et puis je reprendrai plus jamais contact avec vous, je reviendrai peut-être au procès ou peut-être pas, enfin tout ça c'est plus tard, mais je peux plus, je m'en vais. Depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. J'étais complètement désemparée. Là encore, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit on a tout contre nous. Maître Novakovic, Wissem Krayem donc implique lui aussi Lucie Dalmasso. Il parle de cet appel téléphonique qui aurait eu lieu sur le chemin du retour entre votre cliente et Borba, et où Borba aurait dit « tout au bonnet, c'est réglé ». Oui, elle n'a jamais nié l'avoir eu au téléphone et elle s'est demandé comment est-ce qu'il allait, puisqu'en fait, il s'était blessé, elle l'avait amené à l'hôpital, elle ne savait pas évidemment pourquoi il s'était blessé, mais elle demandait de ses nouvelles. Et ils étaient ensemble, donc une fois de plus, c'était des concubins. Elle l'appelait, elle s'inquiétait pour lui, il n'y a pas d'erreur. C'était pour ça. Sur les factures détaillées du téléphone de votre cliente, on s'aperçoit qu'elle a beaucoup appelé Wissem Krayem. Bien, pas du tout. En fait, elle n'a jamais appelé Wissem Krayem, mais simplement Borba da Silva utilisait systématiquement le téléphone de Lucie Dalmasso pour appeler ses complices. Et Borba, il reconnaît qu'il utilisait le téléphone de Lucie pour appeler Wissem Krayem ? De toute façon, c'est quelqu'un qui mentait, donc ces propos, pour moi, n'ont aucune valeur. Finalement, votre cliente est blanchie une deuxième fois, en 2011. Non seulement elle est blanchie une deuxième fois, mais même le procureur général, près la cour d'appel, a bien sûr demandé, requis son non-lieu. Il a considéré qu'elle était totalement innocente. Après 10 ans de procédure, Edno Borba da Silva, qui vit maintenant au Brésil, est jugé par défaut pour le meurtre de Christophe Dalmasso. Wissem Krayem, le plombier joueur de tam-tam, est jugé pour recel de cadavres et destruction de voitures. Le procès s'ouvre le 11 mars 2013 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Quand je suis rentrée dans la cour d'assises et que je vois ce box vide, je me suis sentie une étreinte de me dire « je ne vais pas avoir la vérité. Il n'y a plus personne qui va parler, je n'aurai pas la vérité. » On a un procès qui est un peu un simulacre de procès, c'est-à-dire qu'on va parler de quelqu'un qu'on va vraisemblablement condamner, tout le monde va se liguer contre lui, mais il n'est même pas là pour se défendre. Cette fois, Lucie Dalmasso est partie civile. Contrairement au premier procès, elle peut s'asseoir sur le même banc que sa grand-mère, mais les relations entre les deux femmes restent glaciales. À la barre, Lucie passe encore un moment difficile. Les avocats de René Dalmasso sont toujours convaincus de sa culpabilité et ils ne la ménagent pas. Malgré tous leurs efforts, Lucie Dalmasso reste une victime aux yeux de la justice. Et ils aimeraient bien démontrer le contraire, mais un comportement douteux ne suffit pas à démontrer une culpabilité. Reste Wissem Krayem, l'homme des aveux tardifs. Il comparaît libre.
La Cour se pose une question. A-t-il joué un rôle plus important que celui du simple porteur de cadavres? On s'aperçoit que c'est un maillon faible, qui sait beaucoup de choses, mais qui ne dit pas tout, et que peut-être de sa déposition jaillira la vérité. Mais Crayem reste droit dans ses bottes. Oui, il a porté le cadavre et incendié la voiture de Christophe. Non, il n'a pas participé au meurtre. Monsieur l'avocat général, à ce nouveau procès, vous êtes obligé d'élaborer un scénario. Que retenez-vous? Alors, ce scénario a effectivement été élaboré par le parquet général et par la chambre de l'instruction, qui est celui d'une altercation violente le 2 septembre 2003. Edno Borba da Silva voulait effectivement faire une salle de capoeira à l'intérieur de Château-Beaulieu, ce que Christophe Dalmasso lui aurait refusé. C'est peut-être effectivement l'origine de l'altercation, dans des conditions qui demeurent malheureusement inconnues, mais qui ont en tout cas abouti à la mort de Christophe Dalmasso et au fait que Edno Borba da Silva, quelques heures après les faits, se retrouve avec l'échec appartenant à Christophe Dalmasso. Et ce dont on est certain également, c'est que dans la soirée du 2 septembre, Edno Borba da Silva va appeler Crayem Wissem aux fins de transporter ce qui est sûrement le corps de Christophe Dalmasso. Mais pourquoi il l'aurait tué? Le mobile, c'est le vol. La thèse initialement retenue d'un assassinat, d'une action combinée entre Lucie Dalmasso et Edno Borba da Silva, n'a pas été retenue. Aucun élément suffisant à charge n'a été retenu contre Lucie Dalmasso. Et c'est cette vérité judiciaire qui est là désormais. Quel est votre réquisitoire alors? Je requiers à l'encontre d'Edno Borba da Silva une peine de 30 ans de réclusion criminelle et 4 ans contre Wissem Crayem pour avoir recellé effectivement le corps de Christophe Dalmasso et avoir brûlé le véhicule de Christophe Dalmasso. Et le verdict? Le verdict, je suis dépassé, puisque Edno Borba da Silva est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Wissem Crayem est condamné, lui, à 7 ans de détention, 7 ans d'emprisonnement. Et pour Borba da Silva, c'est assez habituel, je crois, quand les accusés sont absents. Oui, c'est une condamnation par défaut, et un nouveau procès, je l'espère, aura lieu le jour où il sera interpellé. Je suis soulagée, il a pris perpète, c'est exactement ce qu'il méritait. On m'a rendu mon statut de partie civile, on m'a rendu ma place. Au bout de 10 ans de souffrance pour ma cliente, et bien maintenant, le coupable, le seul coupable de ce dossier, est condamné à perpétuité. Un accusé condamné, mais toujours en cavale. Pour René Dalmasso, c'est une victoire au goût amer. Cette femme qui se bat depuis plus de 10 ans pour connaître la vérité sur le meurtre de son fils ne veut pas en rester là. Je dois la vérité à mon fils. Je l'ai promis sur son petit cercueil. Je te promets, Christophe, ils iront tous en prison. Mais je ne suis pas encore arrivée. Mais j'ai que 73 ans. Avec la force que j'ai intérieure, je continuerai jusqu'au bout de ma vie mon combat. Jusqu'au bout de ma vie. Aujourd'hui, Borba vit au Brésil. C'est un fugitif, officiellement sous mandat d'arrêt international, mais il ne se cache pas et il fait toujours de la capoeira. En fait, il n'a pas grand-chose à craindre. Le Brésil, comme la France, n'extrade pas ses nationaux. Quant à Lucie Dalmasso, qui a bénéficié de 2 non-lieux, elle vit à l'étranger et elle est héritière de son père, mais aussi de ses grands-parents.